Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment Hybe a réussi à exercer une certaine pression sous ses agences connues sous le nom de Big Free. Mais avant de commencer, revenons en 1990, là où le Big Free, tel qu'on le connaît, n'était pas encore né. Parce que c'est bien ce qui me semblait, mais il faut savoir qu'avant le Big Free, il y avait un Big Two. Et après ce Big Two là, il y avait un autre Big Free avant le Big Free plus populaire, on va dire. Bon, on va se référer à K-pop Wiki en bas à ça, parce que du coup, j'ai pas halluciné, ma mémoire elle m'a pas joué des tours, il y avait bien un truc comme ça. Mais bon, comme c'est K-pop Wiki, je peux pas vous dire si c'est officiel ou pas. Mais bon, ça me semble officiel. Les informations me semblent officielles et ça a l'air de coïncider parce que, comme le dit l'image, le Big Two, qui a duré de 1990 à 1999, était composé de SM Entertainment et DSP Media. Pour ceux qui connaissent pas DSP Media, c'est l'agence de plein de groupes comme Young, Possé ou encore Cardan. Ouais, eux aussi, ils font partie de DSP Media. Ça, je dis ça pour les plus nouveaux dans la K-pop, mais pour ceux qui sont là depuis, il faut savoir que c'est l'agence de Kara. Mais il faut savoir qu'avant Kara, DSP Media, ils avaient un gros groupe, en tout cas dans la K-pop, qui s'appelait, moi, je les appelle Fincore. Ouais, ils appelaient Fincore. Et il faut savoir que ces dernières, à l'époque, ayant débuté en 1998, et leurs chansons, du coup, elles avaient fait un carton. Il faut savoir que dans l'agence rivale, du coup, SM Entertainment, il y avait un girl group qui a été formé en 1997 qui s'appelait SES. Je les appellerai comme ça parce que SES, voilà, en français, SES. Pour ceux qui connaissent pas SES, pour tous ceux qui sont encore nouveaux avec ça, c'est les interprètes originales de la chanson Dreams Come True que aespa, du coup, elles ont repris. Comme The Boys qui ont repris White de Finkel, mais ça, je pense que c'est un peu plus de niche, The Boys. Mais voilà, l'info est dite, vous savez. Et il faut savoir qu'en ce temps-là, ces deux girl groups, bah, du coup, comme c'était les girl groups les plus influents de leur agence à ce moment-là, elles étaient souvent mises en compétition. Bon, mises en compétition, enfin voilà, mais c'était en mode, toi, tu préfères qui? T'es plus SES ou Finkel? Je pense que ça devait être un truc comme ça. En tout cas, en cours. On arrive en fin 1999 et ce Big Two se transforme en Big Three avec l'arrivée de JYP Entertainment. Et là, on voit que le Big Three, il a bien duré quand même 11 ans. Donc, je pense que les causes liées à ça, bon, c'est bien évidemment Kara pour DSP Media. Pour SM, il faut savoir que SES, ce n'est pas le seul groupe populaire qu'il y avait à l'époque chez SM Entertainment. Mais c'est juste ce que j'ai cité pour faire comparaître la rivalité avec le groupe de DSP Media, le girl group Finkel. Mais bon, du coup, pour SM, vous savez qu'il y a plein de groupes populaires, mais là, je vais dire les groupes que les gens connaissent le plus dans cette tranche d'année. Par contre, pause, il y a une grosse artiste que j'ai oubliée, que j'ai omis dans cette vidéo, c'est Boa. Sans Boa, SM, ils sont broke. Anytime, anywhere. Oh là là, Boa, elle a sauvé SM à son petit âge là, 13 ans. Oh, c'est une dinguerie. Début 2000, elle a tenu SM jusqu'à... Donc, on a Dongbang Shinge, plus connu sous le nom de TVXQ. Et ils ont débuté en 2003. Et après, on a bien évidemment en 2007 Nation Girl Group Girl Generation, clairement le groupe de la Corée. Et on avait en 2008, bien évidemment, SHINee. Et en 2009, bien évidemment, FX. Bon, pour dire puis tout ce que je peux vous dire, c'est que en 2008, ils avaient 2PM avec le leader J-Park. Oui, J-Park, avant c'était un leader de boy group de K-pop. 2PM. Et bien évidemment, l'année précédente, il y avait le girl groupe Wonder Girls en 2007. Il faut savoir que dans ce groupe, il y avait Sunmi et Hyuna au début. Ça a duré un court instant, Hyuna, mais elle était bien là. Mais donc voilà, Wonder Girls, c'est un girl group qui a été formé par JYP. Tout comme son autre girl group, Missei. Elles ont débuté en 2010 par Jin Young. Vraiment l'artiste. Et tous ces changements nous ont mené au Big Three avec le plus de notoriété aujourd'hui, SM, JYP, YG. Donc il faut savoir que le dernier rouage s'est installé avec YG qui a remplacé DSP Media, parce que vraiment DSP Media, il n'y a que Kara qui tenait cette agence. Mais ce que vous ne saviez pas à l'époque pour Kara, c'est qu'elles aussi, elles avaient leur boy group tandem Double S501 qui a débuté en 2005 et qui à l'époque était assez populaire pour faire de la concurrence à Dongbang Shinge TVXQ, un groupe de SM. Et vous ne savez pas à quel point faire de la concurrence à un groupe de SM ou être associé à un groupe de SM vaut de l'or. On le verra aussi dans les années à suivre. Mais pour faire court, pour revenir à l'histoire de Double S501, eh ben, ils ont chuté vers 2010. Et 2010, ça correspond exactement aux années de transition du Big Three qui est passé de SM, JYP, DSP Media à SM, JYP, YG. Donc on suppose que la chute de ce boy group expliquerait le déclin de DSP Media, mais surtout justifierait les causes de la sortie de DSP Media du Big Three. Et on le voit à travers les différentes agences que c'est plus bénéfique d'avoir un girl group et un boy group qui se porte bien niveau profit et rentabilité. Par exemple, regardez, il faut savoir que YG, ils avaient des groupes tels que Big Bang qui ont débuté en 2006, mais je pense que le fait qu'ils n'avaient pas 21 à leur côté
juste l'année d'après, et bah c'est ça qui a fait qu'ils sont arrivés un peu plus tard dans le Big Three. Comparé à SM et JYP qui avaient girl group, boy group à leur côté, une année de différence c'est tout. Sachant que SM et YG, ils avaient aussi encore un autre girl group. Et bah il aura fallu attendre 3 ans pour que 21 débute. Mais bon, est-ce que ces 3 années ne le valaient pas? Si, elles le valaient bien. Et après vous connaissez l'histoire du Big Three, hein. C'est tous les groupes de cette période-là jusqu'à maintenant qui sont sous SM, YG ou JYP. Mais bien évidemment, il y a certains groupes qui ont plus contribué à solidifier ce nom de Big Three que d'autres. Là, notamment, je pense à quand ils ont refait 2 fois un Big Three de girl group. Ça, c'est vraiment venu solidifier le Big Three. Hein. Et bien sûr, tous les noms que j'ai cités là, tout ça, ils sont influents. Tout ce que j'ai cité, ils sont influents et ils ont solidifié le Big Three. Donc, je vais pas les reciter. Et vous-même, vous connaissez les groupes qui ont bien contribué au Big Three dans la 3e génération. Donc, bon, voilà. Et vous allez dire, pourquoi je m'arrête à la 3e génération alors qu'on est à la 5e génération? Je vais m'expliquer. Il faut savoir qu'entre-temps, dans la 3e génération, il y avait un groupe qui n'était pas issu du Big Three qui a réussi à beaucoup faire parler de lui. Je sais pas si vous connaissez Bangtan Sonyeondan, sous Big Hit, aussi connu sous le nom de BTS. Bon, j'arrête de faire semblant. Donc Bangtan Sonyeondan, ils commençaient à tout casser. Et ils ont très vite réussi à s'associer à de grands noms de boy group dans la K-pop tels que Block B, ou vous connaissez très bien BTS, EXO, ARMY, EXO-L. Ils ont réussi à créer une petite rivalité avec EXO, un groupe du Big Three, plus précisément SM. Il faut savoir que ça, niveau marketing et niveau visibilité, ça pouvait pas mieux tomber pour eux. Et du coup, bah, ça leur a permis de faire découvrir aux gens. C'est pas le seul facteur, hein, mais c'est un des facteurs qui leur a permis de faire découvrir aux gens leur musique et leur discographie de qualité. Donc voilà, après, je vais pas vous refaire l'ascension de BTS, mais je tenais à dire aussi que dans la 3e génération, nous, on a eu beaucoup de boy group à succès et passionnés par la musique. Quand je dis passionnés, c'est que à chaque fois, ils touchaient à la production. Tous les boy groups que je connais, ils ont touché à la production dans la 3e génération. Il faut savoir qu'on marque la 3e génération de 2012 à 2017. Donc voilà, ils ont eu un succès énorme. Eux et Blackpink, ils ont encore plus creusé la voie pour la visibilité à l'international. Entre-temps, Twice c'est devenu le nouveau national girl group de la Corée. Bon, même si personne n'oublie Girl Generation, mais quand même, c'est grand. Et donc voilà, on peut dire qu'ils ont amassé beaucoup d'argent. Et bien évidemment, lorsqu'on amasse beaucoup d'argent et que de base, l'agence, c'était un garage, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de capitaliser. On va pas consommer directement n'importe quoi, on va chercher à faire du bénéfice. Avec cet argent, on va chercher à faire du bénéfice. Et l'argent qu'on a, on se dit oui, avec ça, je peux avoir plus. Et donc, un beau jour en 2019, Big Hit Entertainment décide de racheter totalement Source Music, connu à l'époque sous l'agence de G-Friends, Yoja Chingu et Glam. Glam, c'était un groupe que Big Hit avait géré. Mais bon, ça s'était mal passé. Mais comme je savais qu'ils avaient déjà eu des partenariats antérieurs avec Source Music, ça m'a pas choqué qu'ils rachètent Source Music. L'année suivante, vers le printemps, Big Hit décide d'acheter Pledis Entertainment, l'agence d'un des plus grands groupes 17, qui a aussi eu un autre grand groupe New East, qui a aussi eu un autre grand groupe After School, qui a aussi eu des trainees qui ont fait partie d'une grande émission de télé-réalité Produce 101. Suite à ça, ces trainees-là ont fait partie de IOI. Et après, elles sont venues rejoindre leur girl group à Pledis, qui s'appelait Prestige. Mais bon, les 2 derniers girl groups que j'ai cités là, ils étaient off. À ce moment-là, ils n'étaient plus. Peut-être qu'encore New East sortait des chansons, mais il faut savoir que le groupe qui tenait Pledis, c'était 17. Carrément, c'était pas 17, ils étaient sous Pledis, c'était Pledis qui était sous 17. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ils se sont fait gober par Big Hit. Donc moi, à l'époque, faut savoir que j'étais fraîche et naïve. J'étais en mode, mais 17, c'est les copains de Bangtan Sonyeondan. Du coup, ils les achètent parce que c'est leurs copains, ils vont leur fournir de l'argent et tout, ça va être bien, Comme avec G-Friend, ils sont copains, Bangtan Sonyeondan avec eux. Moi, je pensais que c'était juste ça. Ils achetaient leur ami parce que voilà, c'est des bons. Si je savais ce qui allait se passer ensuite. Bon, continuons. Plus tard, en 2020, Big Hit s'approprie une autre agence, Cause Entertainment, personne la cala parce que vas-y, c'est une nouvelle agence là. Mais le propriétaire de l'agence est intéressant. Vous savez c'est qui? C'est Zico, le leader de Block B. Vous voyez là, c'est des noms qui reviennent en mode des noms précédents auxquels ils s'associent. À l'époque où Block B c'était quelqu'un et Bangtan Sonyeondan c'était personne. Et aujourd'hui, l'agence de BTS les achète. Oh là là. Enfin, ils achètent l'agence du leader. Mais bon, vous m'avez compris. C'est un peu symbolique. On voit vraiment l'évolution fulgurante de Big Hit Entertainment qui s'est renommé Big Hit Label à l'époque. Et sous ces labels, les agences, il y avait Big Hit Entertainment, Source Music, Pledis, Cause Entertainment. Un beau jour, en 2021, il y a une vidéo qui est sortie et c'était un rebranding complet du Big Hit Label qui maintenant se nommait Hybe et entre-temps qui avait acquéri Belift Lab. Et je me rappelle, genre, ils avaient changé les studios, il y avait plus de Big Hit Entertainment, maintenant ça se nomme Big Hit Music, voilà, gros changement. Maintenant, revenons sur notre Big Three, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années pour eux? Et ben, à ce moment-là, le Big Three s'occupait de faire sortir ces groupes de la 4e génération, qui sont Stray Kids, ITZY, SP,
aespa, Treasure. Faut savoir que ces groupes, ils connaissent tous une certaine notoriété. Sachant que parmi ces groupes, Stray Kids et Treasure, ce sont des groupes qui ont été introduits en 2017. Mais les groupes dont la notoriété a pris le plus rapidement, c'est ITZY et aespa, of course. Parce que Girl Group et JYP, ça fait un, bien évidemment. Et aespa fait partie de SM. Et SM, en termes de production musicale et de voix, ils sont intransigeants. Et je vais en profiter pour rappeler les qualifications du Big Three. Genre, qu'est-ce qu'ils recherchent? La direction artistique, la DA chez YG, c'est le talent brut et les voix atypiques. Ils voient t'es talentueux, t'as une voix atypique, t'as beaucoup de chances de rentrer à YG. Aussi à préciser, le genre principal de YG, c'est le rap et ils ont un style qu'ils veulent pas lâcher. Et ils privilégient l'unique à la technique dans les voix. Donc bon, après il y a son copain Park Jin-young aussi. À JYP, ils aiment le talent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à JYP, ils aiment trop recruter des aces. Par contre, à JYP, JYP ne s'occupe que des girl groups et des fois, ton potentiel peut être étouffé dû à l'identité du groupe. Mais bon, ça, ce sont des stratégies connues. Donc, faut savoir que les boy groupes maintenant à JYP, ils sont super indépendants. Mais ça les dérange pas, hein, loin de là. Ils aiment faire de la musique. Mais il faut quand même un soutien de JYP. Ah, et petite nota bene, entre-temps, JYP il a été démis de ses fonctions de PDG exclusif. C'est juste un artiste comme les autres et un directeur artistique. Ça, c'est très important à retenir parce que comme j'ai dit, JYP et girl group, ça fait un. Et tous les girl groups auxquels il a contribué, leur début, c'était qualitatif, à succès, tout ce que vous voulez. Donc 2019, pouf, au revoir JYP. Ensuite, on termine avec SM et à SM, le critère de base, c'est ta voix. Même si ils te recrutent pour le marketing, tu vas arriver ici, tu vas apprendre à bien chanter juste parce que tu vas pas leur foutre la honte. Clairement, SM, c'est une réputation, hein. On n'a pas un qui chante mal. À la limite, genre, pas extraordinaire, mais au moins, il va savoir chanter juste et dans les temps, avec un bon contrôle et avec leur propre voix. Je sais pas c'est qui leur coach vocal, mais il fait un bon taf. La particularité aussi de SM, c'est qu'ils ont de bons producteurs musicaux. Bon, revenons dans le temps présent. Le dernier groupe à avoir débuté là dans les 4 que j'ai cités précédemment, c'est aespa. Et aespa, elles ont eu un énorme succès dans cette année et l'année qui a suivi aussi. Plus tard, on apprend que JYP va débuter un autre girl group nommé NMIXX. Mais comment ça va se passer vu que JYP n'est plus à la charge? Il n'est vraiment plus aux commandes. Bon, je terminerai dans une partie 2 parce que là, je suis fatiguée. Donc aujourd'hui, je vais terminer mon explication sur le fait de pourquoi HYBE met une pression pas possible au Big Three. On s'en était arrêté à où? Ah oui, NMIXX, début 2022, va débuter. Mais comment ça va se passer vu que JYP n'est plus aux commandes? Il a été rétrogradé en 2019, démis de ses fonctions. Il n'est plus qu'un simple idol sous l'agence de JYP et un directeur artistique. Par contre, pour se remettre dans le contexte, il faut savoir que YG et JYP, ils aiment les talents. D'ailleurs, ils faisaient partie d'une émission tous les deux qui s'appelait K-Pop Star, où on a vu beaucoup de nos idoles défiler dans cette émission. On a vu Jongseop de P1 Harmony. On a vu Chaeyeon et Chaeryeong, les sœurs dont l'une faisait partie de l'ancien groupe qui s'appelait IZ*ONE, issu de Produce 48, et maintenant elle est en solo, et l'une du groupe ITZY, respectivement. On a vu Bang Yeedam et Lily M, qui est maintenant connue sous le nom de Lily, qui fait partie du girl group de NMIXX qui va bientôt débuter là quand je vais reprendre dans la timeline. Mais là, dans cette timeline, on est en 2014 et YG, il voulait trop que Lily elle vienne à YG. Hein. Yang Hyun-sok, il voulait trop que Lily elle vienne à YG. Lily, elle voulait grave aller avec JYP et voilà, vous connaissez la suite. Elle s'est fait têche un peu avant la fin de l'émission et en 2015, on a appris qu'elle avait signé sous YG. Non, je rigole, sous JYP. J'espère que vous avez suivi. Hein. Donc voilà, on retourne dans notre timeline qui est début 2022. Et là, OO sort. Et on a vu les dégâts que ça avait causé quand JYP n'a pas pointé son nez dans ce groupe parce que de ce que j'ai compris, la chanson elle a été faite par plusieurs producteurs de musique et voilà ce que ça a donné. Mais franchement, quel gâchis parce que dans les semaines qui ont suivi, on a appris qu'elle savait toutes chanter. Oh là là, ça faisait mal. Toutes chanter bien en live, hein. Oh là là. Mais quel gâchis. Et JYP, il aurait fait un taf de ouf. Là maintenant, JYP, enfin JYP avec un E là, un E majuscule là. Bref, n'importe quoi. Elles ont reçu toutes les critiques du monde. Et sachant que leur direction artistique, c'était mixed up, donc mélange de sonorités, ils sont tout de suite allés comparer ça avec aespa. Parce que entre temps, comme je vous l'avais dit, aespa, elles ont débuté. Dès leur début, elles ont eu du succès. Et dans les années qui ont suivi aussi. Avec, par exemple, Next Level. Et Next Level, c'était une chanson, comme SM a l'habitude de faire, qui mixait beaucoup d'instruments. Et ils ont dit, ah, elles ont fait comme leur Sunbathing, Girls' Generation avec Aga the Boy et tout. La chanson, elle a pris, elle a beaucoup pété. Donc je pense que les producteurs, vraiment, ils sont inspirés de ça. Ils ont dit, bon, on va prendre de ce qui trend en ce moment, ce qui a beaucoup pété. On va le remettre sur NMIXX, mais on va mal produire la chanson parce que vraiment la production, elle est horrible. Je comprends même pas pourquoi il y a des membres dans NMIXX qui faisaient des petits raps d'idol parce que dans toute l'histoire des girl groups de JYP, à part Chaeyoung, qui est la rappeuse de JYP, on peut le dire, et Yubin qui faisait des raps vraiment
très très bien pour Wonder Girls. Après, Itzy, on va pas mettre dedans parce que elle, Itzy, c'est un concept en mode teenage crush. Et là, de base, à JYP, dans les girl groups, ça chante. T'as un groupe où il y a que des vocalistes. Pourquoi elle ne chantait pas, à part dans la partie Superhero, j'ai bien aimé la mélodie, ou même le petit rap d'Idol. Non, l'autre partie, c'était trop n'importe quoi. On s'y retrouvait plus. Bon, j'abuse, elle chantait, hein, mais c'était pas les mélodies de JYP-esque. C'était pas mélodieux. Et ça, c'est étonnant concernant JYP. Les codes de JYP, c'est mélodie, harmonie, octave vers le bas, tout. Et JYP, il aime trop la musique. C'est un ouf. Et aussi, la production musicale en mode instru, elle allait dans tous les sens, ça criait Fine. Wesh. Genre. Bref, du coup, NMIXX début très dur, je dirais. Ah ouais, parce qu'elles ont mis du temps. Elles mettent encore du temps à trouver leur identité de groupe. Ah, ça me fait trop de la peine. À JYP, il n'y a aucun girl group qui a mal débuté. Il n'y a que elle. Oh là là. Donc voilà, passons mouchoir et on tourne la page. Si je suis comme ça, c'est parce que moi, j'aime trop JYP Nation. Mais bref, continuons. En 2021, le groupe temporaire issu du Survivor Show Produce 48 IZ*ONE a disbandé. Et niveau groupe temporaire, c'est vraiment un groupe qui a réussi à accomplir les objectifs principaux de ce Survivor Show visant à populariser chaque membre pour qu'après quand ils retournent dans leur agence, ils fassent passerelle de notoriété pour les groupes dans lesquels ils vont être et ces groupes-là, ils seront permanents. Et IZ*ONE, au cours de leur carrière, toutes leurs chansons ont été reçues avec du succès, que ce soit sur le marché coréen ou sur le marché japonais. Ça a vraiment bien marché. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'elles avaient un son de groupe, une identité de groupe par conséquent. Et là, c'est vraiment flagrant. Genre je dis bien tout leur title track, c'est le même schéma musical. Pourtant, les musiques, elles sont toutes différentes. En mode, l'une de leurs signatures de groupe, c'est que juste avant le beat drop, dans le title track, genre le dernier mot qu'elles vont dire avant le beat drop, l'instru, elle va se couper. Moi, j'aime trop, ça soulignait encore plus leur identité musicale. Et donc, IZ*ONE, c'est un groupe qui a réussi à marquer les esprits en très peu de temps parce que elles ont compris c'était quoi le fait d'être un groupe. Il fallait une identité musicale. Maintenant, là, on en est au point où elles se sont arrêtées au même niveau que 101 parce que 101, c'était un groupe aussi qui avait plutôt bien marché sur ce point-là en tant que groupe, mais plus tard quand ils sont retournés dans leur groupe ou en solo, ça n'a pas eu l'effet escompté. Pareil pour IOI, sauf que elle, sur aucun point ça a eu l'effet escompté parce que en tant que groupe, c'était un peu un groupe dissipé, hein. Personne n'était tout le temps dans le groupe. Pendant le groupe, il y en a qui ont débuté avec le groupe de leur agence, j'étais off. Mais IOI aussi, elles auraient pu aller loin, hein. Et la seule fois du coup où elles ont eu leur apogée, c'est quand JYP leur a passé une chanson, leur a produit une chanson de qualité. Nomu, JYP il est trop fort. Petite anecdote joyeuse, vous savez, de base Nomu, ça devait aller à Twice. Genre, il y a une timeline où IOI, elles auraient eu Chichi. Personnellement, je suis contente de vivre dans cette timeline-là. Parce que vraiment, les deux groupes ont assuré les deux chansons. Et aussi, X1, n'en parlons même pas, ils ont même pas eu de carrière. Donc pour moi, les groupes post-X1, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, il y a certains groupes qui sont populaires dans les groupes post-Produce. Il y en a beaucoup qui sont populaires en Corée. Mais bon, là, revenons à IZ*ONE, groupe populaire aux membres populaires. La dernière fois qu'on avait laissé Hybe, c'est quand ils avaient refait leur bâtiment et tout, ils avaient Belift Lab et tout. C'est Belift Lab, la dernière agence connue sous Hybe. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? G-Friends a disband en 2021. Oh là là. Plus tard, dans les mois qui ont suivi, Bang Shiok, enfin plutôt Hybe Corporation, a annoncé la démission de Bang Shiok de ses fonctions en tant que PDG, vous m'entendez bien, en tant que PDG de l'entreprise, donc de Hybe. Il a démissionné pour se concentrer sur sa passion première, la production musicale. Du moins, ce sont les infos qui nous ont été dévoilées. Donc, il faut savoir qu'au sommet de Hybe, c'est plus Bang Shiok, c'est un nouveau PDG. Et donc là, on entre dans, comme j'aime bien l'appeler, l'arc Hybe aime manger. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des membres qui sont là, qui sont très populaires, qui ramènent beaucoup d'argent. Ici de IZ*ONE, qui sont libres comme l'air et tout. C'est Hybe, il décide de contacter Chaewon et Sakura. Et Minju. J'imagine, c'était ça le truc, c'était en mode, on va bientôt débuter un girl group sur Source Music, ça veut dire devenir tout ça là. Et j'avais même oublié cette histoire de Minju, mais Minju aussi, elle a été contactée pour la Seraphim. Mais bref, Minju, elle décline parce que elle veut plus faire partie de ce monde-là, d'idol et tout, c'est fini. Mais Chaewon et Sakura, elles acceptent. Donc Chaewon, au revoir William Entertainment. Et Sakura, elle se dit, pourquoi pas essayer encore une fois d'être une idol. Et ils ont été malins dans les personnes qu'ils ont contactées. Ils avaient une personne qui savait bien chanter, qui est apparemment une Nepo Baby, donc Chaewon. Une personne japonaise pour conquérir le marché japonais, et cette personne, c'était Sakura, qui était déjà extrêmement connue au Japon avant IZ*ONE, pendant IZ*ONE. Et donc, ils ont décidé de faire perdurer cette célébrité, quoi. Et une visual, c'était Minju, du coup. Vous voyez comment cet arc Hybe, j'aime l'argent, il est flagrant, conséquent, on voit les points, genre, on sait on part d'où, on sait comment on en arrive à là. La phrase qui passe dans leur tête, c'est j'aime l'argent.
cet arc, il est vraiment... Enfin, il y a des faits. Donc du coup, Sakura et Chaewon, elles acceptent. Et en arrivant sur les lieux, parce que Hybe, ils filmaient déjà un documentaire pour après qu'elles aient débuté, et ça me fume. Ils ont filmé les retrouvailles de Chaewon, Sakura et Yoonjin. Yoonjin qui était une ancienne candidate de Produce 48. Encore un contenu pour avoir de l'argent. Mais peut-être là, j'hypothèse trop. Mais ça me paraît pas fou. Jouer sur ce marketing de oh, c'est le destin et tout. C'est signé Hybe. Et donc après toutes ces stratégies marketing, Hybe décide de débuter le Seraphim avec Fearless. J'ai déjà dit mon avis sur la Seraphim, vous avez qu'à écouter la vidéo parce que je vais pas tout redire là, ça va être trop long. Mais en termes de production musicale, on va dire qu'ils ont pris des formules efficaces sur l'instant mais pas sur la durée. Et pas sur l'art, si c'est compréhensible. En mode des musiques à argent, quoi. Des musiques à faire des tendances, des danses. Et donc, du coup, il y a, on capitalise dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je trouve que, du coup, comment elle s'appelle là? Garam, elle avait cet apport musical important de fou. Et comme je vous ai dit, Hybe, ils aiment que penser à l'argent. Du coup, dès qu'il y a eu une polémique, ils ont pas hésité. Ils l'ont têche direct. En plus, vu que c'était le début, ils ont pas cherché à savoir. Direct, bam. Donc voilà, après, on avance. On arrive en été 2022, début de New Jeans. Du coup, nouvelle agence sous Hybe, c'est Adore. Et New Jeans aussi, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez aller écouter. Mais donc voilà, Hybe, vraiment ils ont été malins, ils ont adopté ce stratagème de chansons répétitives pour le Seraphim. Et de notre côté, Adore, ils ont débuté New Jeans, qui avait un ratio de chanteuses très élevé, elles chantaient très très bien. Et direct, elles ont eu un son de groupe. Donc comment ça a impacté les agences? YG s'en tape, vous voyez, les chansons qui nous sortent la chiche, c'est quoi? YG, il en a rien à faire. JYP, vous voyez que le problème de JYP, c'était pas forcément Hybe, c'était le départ. Ils ont rétrogradé Park Jin-young et après ils savaient plus quoi faire avec NMIX. Du coup ils ont regardé c'est quoi le groupe populaire du moment, aespa. Ils ont fait un truc n'importe quoi. Mais JYP a essayé de rattraper ça avec Dash et vous voyez Dash ça a eu du succès, même l'album il a eu du succès. Enfin voilà. Bref, donc vous avez vu que dans la timeline c'était avant que JYP ça commençait déjà à être bizarre. Parce que en ce qui concerne les boy groups, comme je vous l'ai déjà dit à JYP, vraiment les boy groups la plupart des groupes de JYP, ils ont été indépendants. Et comme je vous l'ai dit, GOT7, il fallait qu'ils continuent à travailler avec JYP, mais bon, eux, ils voulaient pas. Donc JYP, il les a laissés. Et ils ont été indépendants, eux aussi, à un moment donné dans leur carrière. Et donc, on en vient à la dernière agence du Big Three. J'ai nommé SM et j'ai nommé la plus touchée de toutes parce qu'ils ont essayé d'appliquer les principes de Hybe sur Rise. En plus, j'aime vraiment pas dire Hybe parce que Hybe, c'est vraiment juste le label. Les agences, elles sont grave indépendantes. Parce qu'au final, vous savez très bien quelle agence il y a sous Hybe. Il y a Pledis, il y a Belift Lab, il y a Adore. Chacune s'occupe de ses propres oignons. C'est pour ça que j'aime pas dire oui, Hybe, nanani. Même les Hybe Stan, ils voient pas qu'il y a une grosse différence entre les agences. Bon, vous maintenant, vous savez parce que je vous ai fait la récapitulation de tout. Mais bon, voilà. Genre, par exemple, moi, j'aime pas dire que Seventeen, ils sont sous Hybe. Moi, je dis, ils sont sous Pledis. Parce que ces agences, elles ont eu une histoire avant Hybe, quand même. C'est instinctif. Mais bon, revenons-en à nos oignons. Dans Rise, on voit clairement que Rise, je crois, c'est l'un des pires débuts de SM. Et les gens, ils s'en rendent même pas compte. Ils ont du mal. Ils sont là sur TikTok, ils font des promotions de ouf, mais leurs chansons, elles ont du mal à gagner en popularité. Même NCT Wish, ça a été... Bon, NCT Wish, c'est sous NCT, mais je trouve que NCT Wish, niveau identité musicale, c'est mieux que Rise. Et plus tard, j'ai appris que c'est Boa qui s'occupait de NCT Wish. C'est pour ça que j'aime autant leurs chansons, je pense. Parce que là, personnellement, Rise, à part Siren, aucune de leurs chansons, je les trouve bien. Dans Talk Sexy, ils se font bouffer par l'instru. Ils sont là, ils font des petits raps, mais je trouve personne n'est un rappeur. La capacité de SM, c'est de chanter. Et ils ont retiré l'un des chanteurs. Moi, je trouve que c'était l'un des chanteurs principaux de Rise, c'est Seunggan. Il est là, ils veulent pas le faire revenir, je comprends pas. Parce que aussi, du coup, dans les années précédentes qui ont suivi, dans chaque boy group de SM, il y avait plein de chanteurs avec, vous savez, le timbre de voix susceptible de plaire à l'international. Dans EXO, il y en a au moins 3. Dans NCT, il y en a 6, 7, 8, je sais pas combien. Mais dans Rise, il y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Justement, il y a Soi qui chante comme un main vocal. Et il aurait dû avoir son main vocal sur le côté qui chante comme un main vocal qui a le timbre de voix susceptible de plaire à l'international. Et moi, je trouve que c'est Seunggan qui avait le plus la possibilité de l'avoir, mais ils l'ont tège. Et en plus, ils ont refait Siren. Genre, c'est horrible. J'en peux plus. Siren, il avait dead. Voilà, Siren, c'est leur meilleure chanson. Et c'est là, du coup, que SM a flanché. C'est ce que je tenais à vous dire, mais avec NCT Wish, ils sont repris. On va voir comment ça va évoluer. Parce que pour le moment, à part Sori, tous les chanteurs de Rise, ils chantent comme des chanteurs secondaires de SM. Et dans chanteurs secondaires, j'entends pas Joy. J'entends Mark, Jeno, Jamie. Mais même eux, tellement ils sont entourés de bons chanteurs, ça a des effets, Ça a des effets, Mais sinon, voilà.
la hype, vraiment, ils sont dans cet arc brack et ils sont pas prêts de s'arrêter. Et aussi, du coup, je tenais à vous dire que c'est pas grave si les gens ils commencent à dire Big Four parce qu'il y a eu un Big Two même avant. Ça change, les popularités changent, les trends changent, la musique change. Comme moi là, je trouve dans la K-pop, j'écoute pas trop de nouvelles musiques. C'est comme quand Hybe a voulu avoir des parts chez SM. Je crois que j'avais pété ma tête. Hybe est trop gourmand. Hybe, il faut rester là où vous devez rester. Vous avez déjà eu un peu d'influence sur SM à travers Rise. Restez là. Bon, après, si ce n'est que part d'argent, ça me va. Mais si c'est commencer à SM Hybe, SMIB, non, c'est mort. Mais je pense que c'est ça qui a dû frustrer SM parce qu'ils se sont dit, Hybe, ils font de l'argent avec pas grand chose niveau identité musicale, production musicale, tout ça. Visual et aptitude vocale aussi. Mais en fait, il faut pas voir Hybe sous une agence parce que Hybe, c'est vraiment une société avec des multifiliales. Et je pense que des fois, il y a des gens qui oublient de dissocier les agences dans Hybe. Et je pense si ça a seulement affecté SM mais pas les deux autres, c'est que contrairement à SM, YG et JYP sont des challengers et ils ont jamais été tout en haut, or que SM a toujours été dans le classement. Donc Big 2, il y avait SM, Big 3 première partie avait SM, Big 3 deuxième partie avait SM. Donc voilà. Mais je pense que les affects c'est vraiment les groupes post 2021 parce que les groupes avant sous Hybe, c'était vraiment des groupes avec leur agence individuelle de base. Moi je veux pas cautionner ça parce qu'il y a trop d'agences différentes qui ont été rassemblées dans Hybe. Et par conséquent, lorsque l'on mentionne Hybe, je trouve pas ça juste de mettre tous les groupes dedans. Parce que je pense qu'ils veulent dire les groupes qui ont pop-up directement sous Hybe, pas les groupes qui avaient un antérieur avant Hybe. Je pense que c'est ces groupes-là qu'ils impliquent quand les gens ils visent Hybe. Parce que effectivement, les groupes avant 2021, ils ont toujours eu une identité musicale. Mais il est vrai qu'on peut constater que les nouveaux groupes sous Hybe, genre ceux qui ont directement débuté sous Hybe, ils ont cette certaine particularité à vouloir instaurer ce même timbre de voix pour chaque membre. Or qu'un groupe c'est censé compléter. Donc chacun doit avoir son propre apport personnel. Rien ne sert de pas chanter à ton max. Chante à ton max. Et des fois ils ont des formules redondantes, même lassantes. Et du coup la musique au final tu l'oublies. C'est une musique qui se consomme vite. C'est une musique juste pour le temps d'une tendance comme j'avais dit. Je sais plus si c'est dans la partie 1 ou dans la partie 2. Là on peut mettre tous les groupes post 2021 avec des musiques comme ça. Et même depuis que Promise 9 elles sont sous Play 10, comme j'avais dit dans mes vidéos, elles ont fait 4 musiques. 4 voire 5 avec la même guitare. Et j'en ai déjà parlé aussi, ça m'a trop énervé parce que leur particularité avant d'être sous Hybe et rentrer dans Play 10, c'était leurs instrumentales. Tu peux utiliser la même guitare mais il faut que la production elle soit au rendez-vous, bien remplie, bien bref. Allez écouter Promise 9 avant Hybe et le nouveau projet aussi de Promise 9, allons l'écouter ensemble parce que moi j'ai pas encore écouté et apparemment il est bien. Enfin pas le nouveau mais le plus récent. Et quoi d'autre? Mais oui, genre si on prend tous les groupes après 2021, chaque groupe a une musique oubliable, vite consommable et tout, avec sa structure. Du coup c'est ça quand il parle de production, je pense c'est la production genre des groupes de cette période-là. Production musicale Afrique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de production musicale. Des fois, il y a des manques d'adlibs, tout ça et tout. Et c'est dû au manque d'import personnel. Et l'import personnel, ça commence par la voix. Parce que la voix, c'est un instrument. Et voilà, enfin, ça se travaille. On apprend à jouer de son instrument. Ça s'apprend, c'est comme tout. Mais vraiment, la chanson qui m'a le plus choqué, je pense, c'est la chanson de TWS, là. Comment il s'appelle? Twist? Non, j'ai vraiment dit n'importe quoi. En fait, ça me choque parce qu'ils sont sous Play 10. Et moi, je me suis dit, bon, Play 10, Woozi va les prendre en charge. Mais bon, je pense d'abord Woozi s'occupe encore de 17. Parce que vraiment, leur chanson là, elle est trop guesse. Même timbre de voix, ils ont rien apporté. Après, à quel autre groupe? Boy Next Door, je sais pas du coup si ils ont ces principes de Hybe post 2021 sur leurs chansons. Parce que je connais aucune de leurs chansons. J'en ai écouté aucune. La Seraphim et New Jeans, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Du coup, vous pouvez les regarder. J'en parle déjà du principe des chansons et tout. Mais pour moi, la seule exception dans les filiales, c'est Believe Lab. Ils produisent trop bien leur musique. Ils savent où placer les membres et tout. Genre, dans Elite, vous voyez là j'ai bien dit Elite et Enhypen, enfin ça s'entend. Elite, dès que Minjo a commencé à chanter, je me suis dit c'est quoi, c'est cuit, c'est fini déjà. Ils ont tout compris. Believe Lab, elle a bien démontré son timbre de voix, une démonstration vocale apparente et en premier plan. Le fait de lui avoir donné la première ligne du premier couplet, ça captive l'oreille de l'auditeur. Il se dit, c'est qui ça qui chante bien? J'ai envie d'en écouter plus. J'ai envie de réécouter la voix. Et tout de suite, j'ai eu un flashback à la manière dont Believe Lab avait conçu la debut song de Enhypen et qui commence le premier couplet, la première ligne. Ils sing. Et je me rappelle aussi leur début de song, j'étais captivée parce que j'étais en mode, la production musicale, elle est bien. Il y a beaucoup d'adlibs. L'instru, elle est bien et tout. Il y a une bonne addition des superpositions de voix. Mais bon, dans ma tête, mes pensées, elles vont plus vite. Wake up in day one and wait a minute. Sigmoji. Non, Believe Lab. Trop fort. Voilà, ça marque un apport au groupe, elle sait contrôler sa voix et tout. Et ses membres sur le côté, elles ont rajouté leur rapport à la musique. Et la musique, elle est cool, genre Magnetic is cool. Et bien sûr, la production musicale, moi, chez Believe Lab, ils sont trop forts.